Bonne présentation. Alors, bonjour tout le monde, je suis Nicole Perrault, donc je vais faire une présentation en compagnie de mon ex-collègue, ma bonne copine Marie-Josée Tondreau. Moi, je suis à Montréal, Marie-Josée est en Abitibi-Témiscamingue. Je vais vous dire, on a travaillé de façon collaborative pour monter, préparer cette présentation-là. Alors, je tiens à remercier le REFAD pour cette belle tribune de participants. Alors, la façon dont ça va se dérouler, là, je ne vous montrerai pas là, le résumé en tant que tel. Il est là pour que vous puissiez, lorsque vous aurez accès au diaporama, d'ailleurs, vous y avez déjà accès, vous aurez un résumé de ce qui va être présenté. Alors, on va tout de suite passer au plan de la présentation. Alors, ce qu'on voulait faire, c'est de parler des diverses possibilités là, qui sont offertes par le numérique pour communiquer, pour partager, pour collaborer, que ce soit en tant qu'étudiant ou en tant qu'enseignant. On va tout d'abord définir ce qu'on entend par le travail en réseau et proposer là, des activités là, qui sont propres à chaque type de travail en réseau en mettant l'accent sur la collaboration en réseau, car cette activité-là, elle implique généralement la communication à distance et le partage des contenus. Par la suite, on va parler des avantages du travail en réseau, puis on va vous proposer des pistes qui vont vous permettre d'évaluer les productions issues du travail en réseau. Finalement, là, on va traiter des conditions gagnantes propres au travail en réseau. Le mode de fonctionnement, ce que je vous propose, c'est qu'on va répondre aux questions après chaque section. Donc, qu'est-ce qu'on entend par travail en réseau? Si vous avez des questions à poser, entre-temps aussi, vous pouvez également clavarder dans l'espace de clavardage, bien sûr. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on pourra peut-être échanger pendant quelques minutes là, entre les diverses sections. Et ce que je vous propose aussi, c'est que vous pouvez donc utiliser Zoom pour commenter, pour poser des questions, mais de façon à garder des traces de certaines de vos interventions. Je vous invite à utiliser le lien qui se trouve au bas de cette diapositive-là. Donc, pour faire des suggestions sur des sujets comme vous, est-ce que vous avez des activités de communication à proposer que vous réalisez? Est-ce que vous avez des exemples de partage de contenu ou des activités de collaboration en réseau? Ou est-ce que vous avez à proposer des suggestions sur les moyens d'évaluer le travail en réseau ou sur les conditions gagnantes associées au travail collaboratif? Ça serait très précieux d'obtenir ces traces-là. Vous pourrez y accéder par la suite quand vous aurez, avec le diaporama. Puis nous, bien égoïstement, ça va nous aider parce qu'on présente une activité semblable, Marie-Josée et moi, au colloque de la QPC en juin prochain. Est-ce que ça vous convient? Ça va tout le monde? Parfait. Donc, ici, je ne vous le présente pas, mais c'est une capsule vidéo qui a été produite par le réseau des répondantiques qui se trouve dans l'espace ProfWeb, où la capsule décrit les 3 activités propres au travail, propres au travail en réseau et chacune des étapes qui permettent de réaliser de façon réussie une activité de travail en réseau, ce qu'il faut faire, à chaque étape, etc. Donc, cette capsule-là, je vous invite à l'utiliser, entre autres avec vos étudiants, à la mettre en ligne. Je sais qu'il y a un code d'intégration qu'il est possible d'utiliser pour l'embedder, l'intégrer dans un site web. Alors, je voulais tout simplement là, vous dire que cette capsule-là, elle est en ligne et de toute façon, tout ce qui est présenté actuellement est référencé dans une bibliographie assez riche qui se trouve à la fin du diaporama. Et je le répète, que j'ai réalisé avec Zotero. C'est génial! OK. Alors, quand on parle de travail en réseau, nous, quand on a travaillé là-dessus dans le réseau des répondantiques avec l'équipe Profiltic, mais là, on ose moins parler d'équipe Profiltic parce qu'il y a un cadre de référence qui est arrivé, puis bon, pour nous, tout ça, ça s'imbrique. Alors, je parle plus de compétences, le numérique, mais on voulait faire la distinction entre 3 types de travail en réseau. OK? Donc, le premier, c'est vraiment ce qu'on appelle communiquer à distance, donc entrer en relation avec d'autres personnes à l'aide d'outils numériques pour transmettre, pour obtenir de l'information
pour échanger, que ce soit avec un logiciel comme Skype, que ce soit avec le courriel ou via un forum. C'est aussi travailler en réseau, c'est aussi donc publier des contenus, donc publier des contenus de toutes sortes, de l'information, de l'actualité, des trouvailles scientifiques. Ça peut être aussi un suivi des travaux de stage, réalisation de travaux. Ça peut être par le biais d'un blog, d'un microblog comme Twitter. On va y revenir de toute façon. Le portfolio aussi, où on partage des contenus. Et soit dit en passant, je suis une fada de l'approche portfolio. On pourrait revenir plus tard. Donc, partager des contenus, c'est publier des contenus, mais c'est aussi entreposer des contenus dans un espace de stockage pour les rendre accessibles à d'autres personnes. Donc, des contenus qui contiennent de l'information de tout ça, mais qu'on regroupe à l'intérieur d'un espace où on gère nos documents numériques et les documents numériques éventuellement d'un ensemble de personnes, d'une équipe en tant que telle. Il y a aussi, et ça c'est le plus important, parce que collaborer en réseau inclut souvent la communication puis le partage de contenu. Donc, c'est le travail en réseau. Donc, travailler en réseau, c'est surtout dire collaborer en réseau, parce que vous le savez, bien, écoutez, on est ensemble là maintenant. C'est essentiel de nos jours, que ce soit sur le marché du travail, au cours des études supérieures. Donc, ça implique, quand on travaille le travail collaboratif, ça implique qu'il y a un travail de concertation dans l'équipe, puis qu'on travaille à l'aide d'outils numériques, puis ça exige, là où ça demande, où ça implique que chacun contribue à une réalisation d'une production commune, donc une même finalité, l'atteinte d'objectifs semblables, d'objectifs communs, les résultats sont partagés, donc ça peut être des activités d'apprentissage, ça peut être un projet professionnel, ça peut être pour se préparer à un examen, ça peut être une rencontre de travail, ça peut être une production écrite. On va y revenir plus tard. Donc, dans un contexte scolaire, le travail collaboratif est réalisé par un groupe d'étudiants et le travail là est basé sur l'interdépendance des rôles et des tâches, ainsi que sur la communication là, entre les participants. Et comme je vous le disais, on va mettre l'accent sur ce type d'activité-là. Maintenant, ma collègue Marie-Josée va vous donner des exemples de chacun de ces trois types d'activités-là. Mais avant, est-ce que, justement, j'avais dit qu'on ferait une pause entre chacune des questions. Est-ce que vous avez des commentaires à faire, des questions à poser, ou est-ce que ça va comme ça? Est-ce que je parle trop fort? Non, c'est correct, Nicole. OK. Parfait. Donc, ça va pour tout le monde? Parfait. Alors, Marie-Josée, je te donne la parole. Super. Donc, en fait, comme Nicole nous l'a bien signifié, communiquer à distance, ça implique qu'il y a des étudiants et des enseignants qui rentrent en communication entre eux autres à l'aide d'outils numériques. Donc, on n'a pas le choix de passer par l'outil numérique pour transmettre de l'information, échanger de l'information sur un sujet donné et pouvoir collaborer. Bien entendu, tout peut se faire de façon synchrone ou asynchrone. Là, il n'y a pas de problème, je peux faire ça dans une classe normale quand je peux faire ça en ligne directement. Ça peut se faire en temps réel où tout le monde travaille en même temps et des moments où que là, tout le monde y va selon ses propres disponibilités. Moi, je suis là pour vous donner des exemples. En fait, je vais vous donner des exemples pour communiquer à distance. On en sorti une qui est réaliser une entrevue. Donc ça, en fait, ça peut être tout simplement un spécialiste en la matière, une personne qui connaît très bien son domaine ou tout simplement des étudiants d'un autre établissement ou d'un autre groupe qui pourraient se rencontrer, réaliser des entrevues. Là, on pose des questions, on essaie d'échanger et ça nous permet de pouvoir améliorer ses connaissances en tant que telles. On a aussi un autre qui s'appelle le jumelage de correspondance. Ça, c'est super le fun. Ça permet à un enseignant, par exemple, de jumeler des groupes différents, mais international ou dans un autre collège pour travailler sur un même projet. Chez nous, on en a eu un en langue seconde où on a un prof d'anglais ici qui communiquait avec un collège qui était le collège, je ne me souviens pas trop lequel, je pense que c'est Saint-Laurent, où eux autres, c'est un collège anglophone. Donc, les étudiants, oui, avec Netta, tout à fait. Jean-Pierre et Vanier, tu as tout à fait raison, Lisa, merci beaucoup. Donc, ce que ça faisait, c'est que ça permettait à des anglophones de travailler avec des francophones, puis les francophones de travailler avec les anglophones. Donc, c'était sur des projets, ils devaient expliquer leur projet en anglais,
les étudiants dans notre collège devaient justement produire, puis comprendre et établir des objectifs. Donc, c'était super génial de pouvoir travailler en jumelage de cette façon-là. Donc, ça devient un très beau projet. Communiquer à distance aussi, ça veut aussi dire les forums de discussion. Dans les forums de discussion, il y a plusieurs forums de discussion qui sont possibles, dont le premier qu'on va vous présenter, qui est discuter sur un thème. Donc, en fait, on a la possibilité d'ouvrir un forum pour la classe au complet et on veut tout simplement parler d'un thème, soit initier un thème, soit approfondir un thème qu'on n'a pas le temps nécessairement de faire en classe ou qu'on veut tout simplement faire réfléchir nos étudiants sur ce thème-là pour les amener un petit peu plus loin. Ça peut être aussi de poser des questions à chaque semaine pour voir ce que nos étudiants ont appris. Ça peut tout simplement être de les préparer à la prochaine semaine de cours ou de tout simplement les stimuler avec des mises en situation pour savoir où nos étudiants sont rendus dans leur compréhension. On pourrait peut-être donner des exemples de forums de discussion. Par exemple, un enseignant de géographie au cégep régional à Naudière qui a utilisé le forum dans le cadre d'un cours pour justement poser chaque semaine des questions d'actualité à ses étudiants. Ça les préparait finalement à la prochaine période du cours. Puis ça a permis aux étudiants de retourner, lire les messages antérieurs afin de mieux comprendre les éléments de contenu. Via un forum de discussion, il y a un enseignant aussi au cégep de la Naudière qui a fait, c'est vraiment très bien, une simulation de vie parlementaire en ligne dans un cours de sciences politiques. Puis dans le forum, chaque étudiant se voyait attribuer un rôle. Il y avait des chefs de parti, il y avait un premier ministre, il y avait 3 whips, 3 ou 4 députés. Puis là, bien, ils étaient chargés, chacun de leur côté, à rédiger un projet de loi. Les députés qui siégeaient sur des comités commentaient la chose. C'est vraiment, vraiment très intéressant ce qu'il a fait. Oui. Ça a un lien avec le forum discuter sur un thème en tant que tel. Donc, c'est sur la classe en tant que telle. On peut avoir aussi des forums qui vont être soit individuels ou soit en groupe pour encadrer les étudiants. Donc, ça peut être un prof, par exemple, qui fait un travail d'équipe, puis qui construit des forums d'équipe, puis qui permet de voir où est-ce que les étudiants sont rendus dans leur équipe. Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y a des conflits dans l'équipe? Donc, ça permet de pouvoir faire un suivi d'équipe. Et s'il y a un forum individuel, bien, ça permet justement de pouvoir, au lieu d'envoyer des courriels à nos étudiants finalement qui sont tous séparés, bien, ça permet de pouvoir avoir un suivi régulier de nos étudiants et de revenir sur les communications qui se sont passées avant. Donc, ça peut être super enrichissant de pouvoir encadrer nos étudiants avec les forums. Il peut y avoir aussi des forums sur préparer l'évaluation. Donc, ça peut être des mises en situation qui sont mises à l'ensemble du groupe pour pouvoir aller valider les connaissances, s'assurer que tout le monde est rendu au même point et qu'il va pouvoir faire l'évaluation en tant que telle là, pour s'assurer finalement que tout le monde est bien prêt. Partager le contenu, c'est aussi publier du contenu. Donc, publier du contenu, ça veut dire publier de l'information, des actualités, des trouvailles, des suivis des travaux, des stages. Donc, ça peut être un prof qui demande à ses étudiants de publier sur un blog de l'information qu'il va avoir. Ça peut être la publication sur un wiki aussi pour pouvoir donner de l'information. Ça peut être sur les réseaux sociaux, comme ça peut être aussi sur un réseau qui n'est pas social, là, qui est tout simplement sur une plateforme pédagogique que votre collège utilise. Mais c'est aussi entreposer du contenu, donc être capable d'avoir un espace de stockage qui va nous permettre de pouvoir nous-mêmes retrouver notre matériel de façon adéquate, mais aussi de pouvoir partager ce matériel-là avec des personnes puis qu'ils soient capables de se retrouver également. Donc, c'est important. Dans partager le contenu, on a décidé de vous donner comme des exemples pédagogiques qui pourraient vous donner un coup de main, dont le blog. Il y a un prof qui fait un suivi de stage à partir d'un blog. Donc, les étudiants ont chacun leur blog et pendant leur stage, les étudiants
entre leurs données dans le blog pour pouvoir justement que le prof ait la possibilité de faire un suivi beaucoup plus rapproché au niveau des étudiants que si ils vont les voir seulement qu'une fois par semaine puis que ça ne dure pas trop longtemps le suivi de stage. Donc, ça leur permet de pouvoir avoir un suivi très rapproché. On a aussi le partage de références médiatiques. Nicole nous en a parlé tantôt de Zotero. Zotero, c'est un logiciel qui nous permet, lorsqu'on fait des recherches sur un sujet, bien, on peut les mettre directement dans le logiciel, puis ça va nous produire directement une médiagraphie pour notre travail. Mais ce qui est intéressant avec Zotero, c'est que j'ai la possibilité de partager des dossiers dans Zotero et dans ma classe ou dans mon groupe, je vais mettre mes références à cet endroit-là, puis là, on va se créer une référence collaborative, donc en groupe, pour pouvoir s'assurer que tout le monde va pouvoir avoir accès à la même référence. Puis, ça nous évite aussi, s'il faut faire un travail d'équipe, ben, d'avoir à gérer nos références individuelles. Donc, tout va se faire automatiquement. On a aussi les microblogs. Les microblogs comme Twitter, il y en a des profs qui utilisent Twitter pour pouvoir justement permettre aux étudiants de veiller un sujet en tant que tel, d'argumenter, de critiquer des choses. Donc, par exemple, en cinéma, s'il y a une critique de film, ben, il y aurait la possibilité de faire le critique du film à partir de ce micro-blog-là pour permettre aux étudiants de pouvoir se faire une réputation aussi, mais de pouvoir aussi argumenter avec d'autres personnes qui ne font pas partie nécessairement de leur cours. Ça peut être des critiques de cinéma, pas juste de cinéma, mais de théâtre, d'art en tant que tel, là, peu importe, ça pourrait être super bien employé, puis ça pourrait devenir très bénéfique pour les étudiants. Dans partager le contenu aussi, Nicole vous en a parlé, le portfolio est très important. Et il y a plusieurs types de portfolios qu'on veut vous présenter parce qu'il y en a qui sont super importants, il y en a qui sont peut-être moins connus. Donc, ça va vous permettre de pouvoir déterminer quel pourrait être le portfolio qui vous correspondrait. Donc, en fait, le premier qu'on veut vous présenter, c'est le portfolio de présentation. Donc, le portfolio de présentation, ça permet à un étudiant de se présenter. Donc, de mettre ses meilleures productions. Habituellement, on va demander un portfolio de présentation à la reconnaissance des acquis. Quelqu'un qui veut reconnaître ses acquis pour pouvoir arriver avoir une diplomation, on va leur demander de faire un portfolio de présentation. Ils vont nous présenter tout ce qu'ils savent faire, toutes les meilleures présentations pour pouvoir avoir une évaluation au bout de la ligne et savoir s'il va être crédité. Donc, c'est pour montrer ce qu'on est capable de faire, montrer ce qu'on vaut vraiment par rapport à une compétence X. Il y a le portfolio d'apprentissage que lui, ce portfolio d'apprentissage-là va correspondre à la session complète, un cours complet ou même une diplomation au complet. Ce que l'étudiant va faire dans un portfolio d'apprentissage, c'est qu'il va présenter son cheminement d'apprentissage dans un portfolio d'apprentissage. Nicole, si tu veux cliquer, je vous ai mis un exemple ici en éducation physique. Ce qu'on fait, c'est que les profs utilisent des portfolios d'apprentissage. Donc, chaque étudiant doit remplir son portfolio et doit écrire où est-ce qu'il est rendu dans son cheminement en éducation physique, dans son cheminement physique finalement, dans son entraînement, comment ça va, il met des vidéos, il met plein de choses. Donc, ça permet à l'étudiant et à l'enseignant de voir le cheminement de l'apprentissage de l'étudiant. Donc, ça devient super génial. Il y a le portfolio d'évaluation. Bien, ça va permettre de pouvoir mettre une note sommative au bout de la ligne. Donc, à partir de ce portfolio-là, je vais pouvoir mettre une note. Bien entendu, je peux faire un portfolio d'évaluation avec le portfolio d'apprentissage ou de présentation. Donc, je peux mêler les deux aussi. Mais on s'entend bien que le portfolio d'évaluation va servir vraiment à mettre une note au bout de la ligne. C'est mon travail final, là. OK? Et le dernier, qui est le développement professionnel, bien ça va être un portfolio qui va me permettre tout simplement de pouvoir présenter, de présenter ce que je fais de beau pour pouvoir me vendre finalement, pour pouvoir trouver un emploi, pour pouvoir prouver que je vaux vraiment ça. Donc, habituellement, c'est plus en art qu'on les voit, mais de plus en plus, on les voit dans différents métiers
où il va y avoir des étudiants, parce que ça peut se faire à partir des étudiants pour les stages, comme ça peut se faire pour l'emploi, où les étudiants vont mettre leur plus belle production pour pouvoir le montrer en entrevue pour pouvoir avoir un emploi. Et maintenant, d'ailleurs, avec le concept de badge, dont on entend de plus en plus parler, ben, il va être possible dans son portfolio de développement professionnel où on met ses productions. On pourra peut-être aussi inclure là, les badges qu'on a obtenus parce qu'on a acquis telle compétence là, dans un contexte qui est peut-être en dehors là, du travail scolaire en tant que tel. Il y a même, je ne me souviens pas quel cégep, Nicole, possiblement que tu vas t'en rappeler quand je vais le dire, là, mais il y a un cégep où ils donnent des badges comme ça. Si par exemple, tu as réussi ton niveau 1 pour recherche documentaire, par exemple, oui. biographie, donc tu vas avoir une badge là-dessus. Et les étudiants mettent ça dans un portfolio professionnel pour pouvoir trouver des stages par la suite. Et les employeurs sont rendus qu'ils le demandent en plus. Ouais, mais as-tu eu cette batch-là, toi, Oui. On n'élaborera pas sur le concept de stage, mais on pourrait peut-être effectivement préciser que maintenant, les employeurs sont à la recherche de gens qui possèdent des diplômes, mais qui possèdent d'autres compétences qu'on va pas nécessairement, là, qui apparaissent pas nécessairement dans le contenu du diplôme en tant que tel. Donc, introduire des badges dans son portfolio de développement professionnel, c'est avantageux. Exactement. On va accélérer un petit peu parce que le temps passe vite. Il est déjà 12h27. Alors, je te laisse aller pour le partage de contenu, ma chère Marie-Josée. Oui, madame. Pour le partage de contenu, bon, ça, habituellement, c'est toujours plus facile à imaginer comment on peut faire un partage de contenu. Donc, on vous a présenté des possibilités pour les activités pédagogiques et le travail professionnel. Donc, on vous a mis un exemple pour la gestion de documents. Donc, la gestion de documents, de devoirs, de travaux collaboratifs. On vous a mis une image, Nicole, pour le OneNote. Donc, dans le OneNote, on peut créer des documents, on peut faire des devoirs, des travaux collaboratifs en équipe ou pas en équipe. Et ce qui est le fun avec le OneNote, c'est qu'en plus, on a la possibilité, en tant qu'enseignant, d'annoter ce qui se passe. Donc, ça peut être un outil collaboratif super génial. On a aussi, pour le suivi des travaux, donc ici, on vous a mis, parce qu'on a la possibilité avec les outils de pouvoir travailler, mais on voulait aussi vous parler de Office 365 et de Google Drive qui permet à certains profs de pouvoir faire des travaux de recherche en collaboration. Les étudiants créent les dossiers, échangent l'information directement sur le Office 365 ou le Google Drive et ça permet de travailler en collaboration très rapidement et même de façon non simultanée. La même chose pour les examens en ligne. C'est important aussi de savoir que pour le travail professionnel, on peut tout faire ça aussi. On n'a pas besoin juste d'enseigner. Je peux travailler sur mes plans cadres, mes politiques, mes procéduriers de cette façon-là, puis ça va se faire vraiment très bien. C'est important de savoir que collaborer en réseau est une compétence qui est de plus en plus sollicitée par le marché du travail et les études supérieures. Ça implique que les enseignants, les étudiants travaillent en concertation sur un outil numérique, comme on l'a dit, avec un objectif qui est très précis. Donc, travailler en collaboration, c'est aussi annoter, faire de la notation collaborative. Donc, annoter des documents qui sont directement en ligne, tout le monde y a accès. On a la possibilité de créer un document, bien entendu, mais on a la possibilité par la suite de souligner des choses, d'émettre des commentaires. Nos commentaires vont être là, on peut répondre aux commentaires. Donc, ça devient très, très riche de travailler avec des annotations collaboratives. On peut aussi faire de l'écriture collaborative. C'est très différent. L'écriture collaborative, ça, c'est qu'on va créer un document vraiment ensemble. Ce n'est pas juste de la notation. Donc, écrire un document, ça peut être, par exemple, sur un wiki où nos étudiants vont commencer à approfondir un concept, développer ses connaissances, la compréhension, développer des compétences de rédaction aussi, parce qu'il y a une rédaction qui se fait qui est très précise, développer l'esprit critique. On a fait une expérience au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue où les étudiants devaient faire des recherches sur les Algonquins et remplir tout ça sur Wikipédia. Et ce qui était super génial, c'est qu'on leur a donné une méthodologie. Et dans cette méthodologie-là, les étudiants devaient vérifier les sources et tout ça, bien entendu, mais pour s'assurer qu'il n'y ait pas de faute, qu'ils utilisaient Antidote. Et à la fin de l'expérience, on a demandé à nos étudiants ce qu'ils avaient trouvé. Puis,
Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'à partir de là, ils ont commencé à utiliser Antidote dans tous leurs cours parce qu'ils avaient créé une habitude. Donc, ça, c'était super génial qu'on n'y avait pas pensé. Et la deuxième, c'était l'esprit critique. Ils se sont comme rendus compte que ce qu'il y avait sur Internet et sur Wikipédia, ben, n'importe qui pouvait écrire dessus et écrire n'importe quoi. Donc, par défaut, ils ont créé une habitude de critique critique littéraire sur le web. Donc, ça a été un objectif qui a été super bien rempli, même si ce n'était même pas cet objectif-là qu'on avait. Donc, c'était vraiment génial. Collaborer en réseau, c'est aussi le réseau en tant que tel. Donc, je vous explique comment que le réseau Reptic, qui est mon réseau que je tiens énormément, tout le monde que je connais sait que je tiens à ce réseau-là. Donc, je vous explique, le réseau Reptic, c'est vraiment de la collaboration. Donc, c'est de la préparation, de la rédaction, de la présentation de projets. Donc, sur tous les projets qu'on travaille, on a des dossiers, on utilise Google Drive parce que c'est plus ouvert et c'est moins fermé que OneDrive parce que ce n'est pas une institution. Et là, on crée les dossiers, on crée les documents, on s'informe, on se donne plein de choses. On a aussi un système d'appel à tous qui permet, si on a une question, si on a un nouveau projet, on a des choses qu'on voudrait voir qui se passent dans d'autres cégeps, bien, on a un système d'appel à tous sur formulaire. Ça envoie un courriel à tous les membres du réseau. Eux-mêmes ont un formulaire à remplir avec, on répond à la question, on émet notre commentaire, on donne des ressources et à partir de là, bien, on les partage, tout ça. C'est mis sur le site Internet, donc ça nous permet de pouvoir accéder à tous les appels à tous depuis le début des appels à tous du réseau Reptic, c'est-à-dire depuis 15-20 ans. Hein, Nicole? Depuis 2015. Ouais. 2005. Oui. On a aussi 2 réunions par année en présence et la manière qu'on planifie ces réunions-là, c'est qu'on reçoit un courriel qui nous dit « OK, c'est le temps de la planification ». On reçoit un document collaboratif et dans ce document collaboratif-là, on nous dit, en fait, on nous demande nos suggestions. Est-ce que vous aimeriez voir quelque chose? Est-ce que vous aimeriez présenter quelque chose? Est-ce qu'il y a des sujets qui vous passionneraient? Est-ce que vous avez des ressources qui pourraient venir nous en parler? Donc, en fait, nos réunions, c'est nous-mêmes, c'est le réseau en tant que tel qui construit la réunion et non seulement la personne qui est responsable du réseau qui construit la réunion. Donc là, on appelle ça vraiment de la collaboration. Juste le PowerPoint que vous avez devant vous présentement, c'est un outil de collaboration. Nicole est à Montréal, moi je suis à Rouyn-Noranda. On a travaillé de façon synchrone et asynchrone sur le document et sur la présentation. Donc, c'est vraiment, c'est de la collaboration qu'on a fait ensemble. Dans les outils, on a aussi, là, on voulait vous donner vraiment des exemples de collège. Okay? Parce que là, on vous parlait de 365, on vous a parlé de tout ça. Mais ce qu'on voulait vous dire, c'est par exemple au cégep de Vanier. Eux autres, ils ont construit un comité qui s'appelle O365, qui est composé de coordonnateurs, de conseillers pédagogiques, d'enseignants, de SMTE, de techniciens informatiques, pour savoir comment ils vont élaborer le réseau, comment ils vont soutenir et comment ils vont faire les formations. Donc, vraiment, ça se fait en collaboration. Il y a le cégep de Sorel-Tracy qui a mis en place une communauté de pratique sur la pédagogie active qui se fait directement sur Teams. Donc, eux autres, ils ont utilisé Teams, ils ont fait un groupe, ils ont rentré les profs, les conseillers pédagogiques, les personnes qui voulaient parler de pédagogie active. Et là-dedans, bien, il y a une communication, il y a un forum, on peut mettre des documents, il y a plein de choses qu'on peut associer directement au Teams. Donc, ça permet de pouvoir tenir en vie une communauté sans avoir à se rencontrer en présentiel tout le temps. On a aussi, par exemple, dans notre cégep, on fait la rédaction collaborative directement sur le OneDrive pour la rédaction de programmes, la rédaction, l'élaboration aussi. Donc, ça nous permet de pouvoir avoir les profs, les conseillers pédagogiques directement dans les mêmes documents pour pouvoir élaborer les cours, les plans cadres et tout ce qui vient avec. À Matane, les profs en tourisme utilisent la vidéoconférence pour pouvoir se rencontrer parce que comme ils ne sont pas physiquement dans les mêmes villes, bien, leur réunion de département se fait tous par vidéoconférence. Donc, ça leur permet d'utiliser un outil de collaboration aussi pour pouvoir travailler sur la gestion de leur propre département.
Il y a aussi, bien entendu, on ne pouvait pas passer à côté, il y a Fadio aussi, quand on parle de collaboration, ils sont assez hot là-dedans. Donc, le regroupement de Fadio, il y a 3 communautés de pratique entièrement en ligne qui se fait à Fadio. Les pratiques techniques, sur quel bouton je dois appuyer, pédagogique, l'enseignement en ligne. Donc, c'est des communautés, ils se rencontrent, ils travaillent sur des documents, tout se fait en ligne et avec des outils de collaboration. Et ils ont même développé un centre d'aide en français à distance pour leurs étudiants qui sont la majorité en ligne. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis que si vous ne connaissez pas Fadio, ben, allez googler ça, ça vaut la peine. On a terminé notre section qui présentait les types d'activités en fonction de leur objet principal, communiquer, partager, collaborer. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des suggestions à faire? On avait une question de Marie-Pierre qui demandait quelle est la meilleure plateforme pour les forums? Moi, je n'ai pas nécessairement de plateforme de forum qui m'intéresse le plus. Quand on utilise, moi, j'ai tendance à utiliser les outils qui sont les plus utilisés. Donc, si j'utilise, par exemple, Office, ben, j'aurais tendance à dire Teams. Puis, si j'utilise Moodle, ben, j'aurais tendance à dire le forum de Moodle, justement pour pouvoir envoyer mes étudiants d'un bord puis de l'autre tout le temps, là. Mais je ne pense pas qu'il y a un forum, un outil forum qui est mieux que d'autres. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Marie-Pierre. Il y a Lisa qui disait on perd le son. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Pour moi, c'est très clair, là, mais s'il y a d'autres problèmes, là, on pourra tenter de trouver une solution. Donc, pour le moment, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de suggestions, il n'y a pas de commentaires. J'espère que ce que vous voyez, que vous voyez un intérêt là, à la présentation des activités qui ont été faites. On pourrait en présenter encore beaucoup d'autres, mais là, on s'arrête maintenant. Alors, ça va. Alors, on va continuer et on va parler donc des avantages à collaborer, donc les avantages du travail collaboratif en réseau. Probablement vous allez être bien d'accord avec ça, c'est que tout ce qui s'appelle travail en réseau, ça participe au développement de l'intelligence collective, ça augmente la productivité lors des rencontres, quand du travail peut être fait en dehors du temps aussi. Je pense au diaporama, donc ça augmente la productivité, puis en même temps, ça me permet de sauver du temps. Je pense encore au diaporama sur lequel Marie-Josée et moi, on a travaillé. Comme elle le disait, on a travaillé en mode synchrone, on a travaillé en mode asynchrone, j'allais mettre des notes, on regardait ça ensemble. Il n'y a pas de version 1, de version 2, version 3, tout est en ligne. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça facilite donc la gestion des documents. C'est devenu maintenant nécessaire. Le travail en équipe, c'est devenu incontournable. Et comme je le disais quand j'étais animatrice du réseau des répondantiques, 1 + 1 = 3. Ça aussi, donc, comme je le disais, ça facilite la gestion des documents. Ça permet aussi une communication efficace grâce à un outil de travail collaboratif. Ça suscite la motivation. Ça soutient la persistance en cas d'obstacle. Et ça confronte aussi, parce que ce n'est pas tous les étudiants qui sont prêts à travailler en réseau, là, à travailler en équipe, mais en même temps, ça confronte les étudiants à une situation ou à une tâche qui est plus complexe que si c'est un travail individuel qui leur est demandé. Ça développe aussi, et pas plus tard, parce que vous le savez, on va travailler en équipe. On travaille en équipe maintenant partout, dans tous les domaines pratiquement. Ça développe aussi des aptitudes collaboratives, des aptitudes de communication et des aptitudes aussi spécifiques à la réalisation de problèmes. Et bien sûr, le travail collaboratif, ça permet une compréhension, donc, comme on le disait, plus approfondie et plus complète de la matière. Il y a aussi, ça permet aussi de mettre à l'épreuve l'affirmation de soi, l'argumentation. On apprend à se responsabiliser, comme je le disais tantôt, donc développement d'aptitudes collaboratives. Et j'aimerais vous citer le témoignage d'une étudiante qui a déjà fait du travail collaboratif, puis elle disait: le travail d'équipe, ça m'a permis d'acquérir des compétences de dialogue, de résolution de conflits, de prise de parole, de respect, d'écoute attentive, de concertation avec les autres. Le fait de travailler en groupe dans le cadre d'un cours, ça permet, à mon avis, un intérêt pour la résolution constructive de conflits, ce qui est fort utile pour notre future profession. Et aussi, ça permet de mettre sur pied des pédagogies qui sont plus actives, des pédagogies, donc des approches pédagogiques où l'étudiant est actif dans la construction de ses connaissances.
Pour les enseignants aussi, ben, ça permet de faire donc un suivi continu des travaux des étudiants, donc de répondre plus rapidement à leurs besoins. Tout est en ligne, c'est facilement accessible. Puis je pense entre autres au concept de portfolio. Il est possible de suivre, de faire le suivi de ces étudiants. Ça permet de mieux planifier la réalisation, la correction des travaux. Puis ça facilite aussi parce que tous les logiciels maintenant de collaboratifs, en autant que les étudiants, chacun des étudiants est inscrit individuellement, ben ça facilite la transparence parce qu'on peut voir qui a apporté quoi comme texte dans un espace, que ce soit dans un espace même de traitement de texte de Drive ou de Team ou de ça. Il est possible pour le prof de voir qui a fait quoi. Donc, en passant, si ça vous intéresse, on a développé 2 capsules que vous pourriez faire utiliser à vos étudiants si ça vous intéresse. On a élaboré une capsule vidéo qui dure 7 minutes, qui s'appelle « Collaborer en réseau, les objectifs, le contexte et l'environnement collaboratif ». Donc, c'est une vidéo qui explique les premières étapes à suivre pour bien planifier un travail de collaboration en réseau. Là, les étapes traitées sont la définition des objectifs, le contexte de collaboration, comment sélectionner son environnement collaboratif, puis les avantages, les défis de collaboration en réseau sont également là énumérés. La deuxième capsule, travailler en équipe à distance, prévoir des aspects organisationnels et techniques, ben là, c'est des stratégies efficaces qui permettent aux étudiants de bien organiser efficacement leur travail collaboratif. Et dans ces capsules-là, entre autres, on propose des modes de fonctionnement, qui devrait faire quoi dans une équipe, etc., etc. Moi, en tout cas, je vous suggère fortement d'utiliser ces capsules-là puis de les mettre en ligne pour vos étudiants. Celles-ci aussi, elles peuvent être intégrées là, dans un site web. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet-là, bien, vous me le dites. Alors, est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne les avantages? Est-ce que vous voudriez ajouter, vous, de votre côté, apporter des commentaires sur les avantages liés au travail collaboratif? Ou des suggestions, des commentaires? Les gens sont bien tranquilles. J'espère qu'ils écrivent peut-être dans notre page de prise de notes parce que ça n'interagit pas beaucoup. Est-ce que ça va pour tout le monde? On vous écoute, c'est tellement intéressant qu'on est silencieuse. Bon. Ça va très bien. Ça va très bien. Oui, parfait. OK. Peut-être que je rajouterais un petit avantage. Oui, dans le fond, peut-être la synergie que ça apporte, puis oui. Peut-être que ça fait aussi des rencontres des fois improbables, dans le sens qu'on peut être sur des terrains complètement physiquement éloignés, puis ça vient amener deux ou plusieurs personnes collaborer ensemble, puis là, la force du groupe, des personnes qu'on n'aurait peut-être pas eues proches de nous, là, puis que finalement, on vient faire des beaux exemples de succès. Tout à fait, tout à fait. Merci, Karine. Alors, Marie-Josée, je te laisse prendre la parole pour l'évaluation du travail en réseau. Exactement. L'évaluation du travail en réseau. Donc, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est pas juste de vous présenter des choses, mais essayer de vous donner des outils pour pouvoir évaluer si vous travaillez bien en réseau. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher, en fait, ça fait partie des sous-catégories du profil TIC. On a enlevé le profil TIC parce qu'on s'est dit, on n'attachera pas tout ça au profil TIC, mais ça vous donne des bonnes pistes de solutions pour savoir si on utilise les bonnes choses et s'il y a des choses qu'il faut vérifier et s'assurer qu'ils fonctionnent très bien. Donc, communiquer à distance, ce qui est important de savoir, c'est que aussitôt qu'on travaille en collaboration, c'est vraiment d'obtenir des preuves et des traces de ce qu'on fait. Hein. C'est toujours ça l'objectif. C'est pas d'avoir juste un travail final, c'est d'avoir les traces et les preuves que mon étudiant a travaillé, que mon groupe a travaillé, que tout le monde a fait ces choses. Donc, c'est vraiment ça le travail par collaboration. Donc, pour communiquer à distance, bien entendu, il faut définir nos objectifs parce que si les objectifs ne sont pas bien définis, on n'arrivera pas à communiquer à distance. Sélectionner les outils, prévoir les aspects logistiques et techniques, établir les communications, donc c'est quand ça va se faire, appliquer les bonnes pratiques en matière de communication virtuelle, puis effectuer les suivis des communications. Donc, ça fait partie des choses qui sont importantes au niveau de communiquer à distance. Donc, faites-vous des petites listes pour s'assurer finalement que tout ça est dedans. Et si tout est là,
Il vous manque juste votre monde, puis votre rencontre, puis ça va bien aller au niveau de la communication. Oui, si vous utilisez un document de suivi avec vos étudiants, bien là, vous pourrez aller voir est-ce qu'il a bien défini son projet, est-ce qu'il a bien est-ce qu'il a suivi. Et donc, il est possible d'aller chercher des preuves que l'étudiant pourra déposer dans un espace et qui vont vous donner des moyens d'évaluer finalement la qualité du travail qui aura été réalisé. Exactement. Au niveau de partager du contenu, bien encore là, on vous a déterminé des objectifs qui pourraient être définis pour cette évaluation-là. Donc, définir les objectifs et les contenus de partage de contenu, comment je veux partager, comment je veux voir ce partage-là, puis qu'est-ce que je dois partager. Donc, définir des objectifs, sélectionner l'outil de partage approprié. Donc, si on peut laisser nos étudiants le faire ou nous-mêmes choisir l'outil. Prévoir les aspects techniques du partage. Il faut montrer par défaut comment on partage à nos étudiants si on veut qu'ils partagent comme il faut. Effectuer le partage des fichiers et des contenus web. Donc, si on demande de partager, il faut que ça soit fait, bien entendu. Et appliquer les bonnes pratiques en matière de partage aussi pour s'assurer finalement qu'on garde notre identité, qu'on dépose les bonnes choses, qu'on partage les bonnes choses non plus. Là, je ne partage pas mon numéro d'assurance sociale puis c'est ça. Il y a des choses qu'on peut, puis il y a des choses qu'on ne peut pas. Donc, ça en fait partie également. Au niveau de collaborer en réseau, on vous a émis aussi quelques objectifs. Encore là, définir les objectifs contexte, c'est toujours la base. Hein? Définir tout ce qu'on veut pour s'assurer que nos étudiants savent qu'est-ce qu'ils doivent nous produire. Sélectionner l'environnement de collaboration, comment je vais collaborer en réseau. Prévoir des aspects organisationnels et techniques encore là. Il faut s'assurer que nos étudiants soient capables de le faire avant de leur demander, parce que ce n'est pas vrai qu'ils savent tout. Contribuer et la réalisation du projet. On leur a demandé de collaborer, donc on va aller évaluer s'ils ont contribué, s'ils l'ont fait. Puis, appliquer les bonnes pratiques en matière de collaboration aussi. Je n'ai pas effacé tout le contenu de Nicole pour pouvoir mettre le mien. On a travaillé ensemble, puis on s'est assigné sur certains mots dans cette présentation-là, puis on l'a fait en collaboration. En belle collaboration. Il y a une autre façon aussi d'évaluer le travail collaboratif, c'est je me suis basée sur des travaux qui ont été réalisés au Cégep de Sainte-Foy et dont le lien là, apparaît dans les références bibliographiques, où le Cégep de Sainte-Foy dit pour le travail en équipe en général, on peut évaluer le produit en tant que tel, donc le résultat concret de la tâche là, qui a été accompli par les étudiants. Donc, c'est une production orale, visuelle, musicale, etc. Donc, ça permet de valider sur l'atteinte des objectifs. On peut aussi évaluer le processus de réalisation du travail en tant que tel, donc la façon dont le travail s'est déroulé. Donc, est-ce que la démarche a été respectée? Est-ce que chacun des étudiants s'est bien approprié la démarche? Est-ce que les habilités à travailler en équipe et à réaliser un projet, ça a bien fonctionné? Et il est aussi possible d'évaluer le propos, c'est-à-dire l'étudiant qui auto-évalue lui-même ses propres apprentissages et la façon dont s'est déroulé le travail. Donc, il est possible donc de travailler, d'évaluer chacun de ces types d'évaluation, mais aussi, il est possible, l'enseignant, vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez décider de porter sur quoi votre évaluation va porter. Ça peut être, mettons, le produit plus le processus de réalisation, ou ça peut être le produit plus le propos, ou ça peut être aussi le produit plus le processus plus le propos. Vous aurez toute l'information, donc, dans la source là, qui apparaît au bas de la page. Oui. En fait, c'est important de savoir aussi que si on décide d'utiliser des outils de collaboration dans nos évaluations, qu'on décide d'utiliser nos outils de collaboration dans les activités qu'on fait en classe, mais par défaut, il faut que ça apparaisse dans notre évaluation aussi, dans nos grilles critériées pour savoir s'ils l'ont bien utilisé. C'est sûr que ça ne vaut pas 75 % de la note finale, mais il faut que ça en fasse partie. Oui, et là, excuse, Marie-Josée, je vais t'interrompre, mais les trois autres qui sont plus particuliers, on va seulement les nommer. De toute façon, les gens y ont accès. Oui, c'est ça. Dans le diaporama, vous allez voir, on en a mis un petit peu plus dans le diaporama, justement parce qu'on savait que vous allez y avoir accès. Puis on savait aussi que ce qu'on est en train de présenter, Nicole et moi, ben, on aurait pu en parler pendant 60 heures. On vous donne des exemples. Oui. On a un prof ici qui utilisait le microblog Twitter pour pouvoir évaluer ses étudiants. Donc, vous voyez,
elle a fait une grille d'auto-évaluation ou une grille critériée qui lui permet de pouvoir s'assurer que ses étudiants y ont bien suivi ou permettre aux étudiants de savoir s'ils ont bien suivi les règles. Donc, ça peut être une grille d'auto-évaluation comme ça peut être une grille d'évaluation. Pour le partage de contenu, encore là, on vous présente un exemple de grille d'un prof qui utilise le blog comme avec ses étudiants. Donc, savoir s'ils utilisent le bon processus, le bon fonctionnement, les bonnes méthodes, ça en fait partie. Donc, l'étudiant est au courant qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit s'évaluer et ça peut faire partie de l'évaluation également. La même chose pour collaborer en réseau. Donc, encore là, ici, on a un prof qui utilise le wiki avec ses étudiants. Donc, est-ce qu'ils ont fait de la collaboration? Est-ce que le propos était tenu? Est-ce qu'ils ont bien contribué? Est-ce qu'ils ont contribué de façon adéquate? Est-ce qu'ils ont répondu à des questions? Est-ce qu'ils ont fait des choses, présenter les ressources? Donc, tout va se retrouver dans la grille. Donc, l'étudiant, encore là, il sait qu'est-ce qu'il doit faire et le prof aura la possibilité d'évaluer le tout. Naturellement, les grilles sont beaucoup plus élaborées que ce qu'on vous montre dans le diaporama, mais ça vous donne un aperçu du type de critères là, qui sont utilisés pour évaluer là, chaque type de production. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Bon. Oui, okay. c'est oui, bon. Ça va. OK, parfait. Alors, on continue. Il nous reste à peine 8 minutes. Dieu que le temps passe vite. Sacrifice. Donc, quand on parle de travail en équipe, on passe à l'autre section, là, les conditions gagnantes. Alors, ça se définit donc un ensemble de tâches là, qui sont effectuées par 2 personnes ou plus. Donc, que ce soit comme étudiant ou comme professionnel, on est tous appelés à collaborer, je le répète, avec un ou plusieurs collègues pour l'atteinte d'un même objectif. Il y a un article d'ailleurs qui est paru dans Forbes, la revue Forbes, qui parlait des avantages du travail en équipe. Puis il semblerait que les entreprises qui favorisent le travail collaboratif sont 5 fois plus susceptibles d'être performantes. D'où l'importance de permettre à nos étudiants de développer ces compétences-là à l'intérieur de leur formation. Les meilleurs collaborateurs au travail en équipe sont ceux qui sont capables d'axer leurs interventions autant sur les tâches que sur leurs relations avec leurs coéquipiers. Une personne qui est uniquement axée sur la tâche, eh bien là, elle risque d'avoir une attitude un peu sèche, un peu abrasive. Là, il faut que ça marche, tout ça. Tandis qu'une personne qui se concentre uniquement sur la relation avec les autres, puis qui ont beaucoup d'amis, mais ils n'atteignent pas nécessairement les objectifs. Donc, l'idéal, là, c'est vraiment de cultiver les 2 angles. Bien sûr, dans un contexte de travail collaboratif à distance, c'est certain qu'on parle de compétences organisationnelles, de compétences relationnelles, mais il faut aussi penser qu'on travaille dans un contexte technique, donc les performances, les compétences techniques, technologiques sont appropriées, savoir, comme on disait tantôt dans les critères, sélectionner l'environnement de travail, prévoir les aspects organisationnels et techniques, la collaboration, etc. Donc, des conditions, si on veut, là, des conditions gagnantes impliquent qu'on tienne compte de ces 3 dimensions-là, donc les apprentissages, donc les compétences organisationnelles, relationnelles, mais aussi les compétences techniques. Les avantages du travail en équipe, souvent, puis là, je me permets un petit aparté, quand j'étais prof de psycho, entre autres, je donnais le cours d'interrelation dans le monde professionnel. Et dans ce cours-là d'interrelation dans le monde professionnel, c'est la même chose dans le virtuel, ce qui fait qu'on va bien fonctionner, ce qui fait qu'on va être apprécié dans le milieu dans lequel on va évoluer, c'est beaucoup les aspects sociaux. Il y a nos propres compétences, notre propre expertise, mais les interactions interpersonnelles sont extrêmement importantes et la majorité des mises à pied dans des entreprises, ça se situe au niveau des interactions interpersonnelles. Même chose aussi dans le travail collaboratif, il est important de beaucoup mettre l'accent sur la qualité des interactions interpersonnelles, du bon fonctionnement de l'équipe. Et les enseignants, bon, dans la bibliographie, vous allez voir, on donne plein de pistes sur des façons d'encourager le maintien des bonnes relations interpersonnelles en tant que membre de l'équipe, dans les membres de l'équipe. Donc, assurez-vous aussi que pour que vos étudiants soient motivés à travailler ensemble, à collaborer ensemble, que la tâche est suffisamment complexe, qu'elle soit suffisamment contextualisée pour justifier justement la réalisation d'un travail en équipe en tant que tel. Assurez-vous que vous êtes en mesure de structurer les interactions avec les étudiants pour soutenir leur collaboration, puis favoriser la responsabilité de chacun là, en tant que tel, de réguler ces interactions-là, de ne pas oublier que l'objectif premier des travaux,
ça reste quand même l'apprentissage individuel où le groupe est un moyen de parvenir à faire réaliser des apprentissages individuels. Donc, les avantages du travail en équipe sont nombreux, mais aussi ça comporte des défis, des difficultés là, posées par le travail d'équipe. Et elles sont surtout reliées, dans ces défis-là, ils sont surtout reliés aux interactions interpersonnelles qui peuvent être difficiles, mais qu'il faut justement là, trouver des solutions parce que nos étudiants, ils vont être appelés à travailler en équipe de toute façon dans un autre moment, tout moment de leur vie. Vous pouvez, si vous le désirez, vous assurer du bon fonctionnement, vous pouvez faire créer un contrat d'équipe où là, le membre de l'équipe, les membres de l'équipe expliquent, mes forces, mes faiblesses, comment on va communiquer. Donc, ça peut être bien, bien utile de faire signer un contrat d'équipe à ses étudiants. Ça peut être aussi d'attribuer une fonction donc à chacun des étudiants. Ça, c'est une image que j'ai prise d'une des capsules vidéo dont je vous parlais tantôt, là, organiser le travail collaboratif, parce que souvent, les étudiants vont vous dire, on est capable de s'arranger, on est capable, on est deux, on est trois, puis on n'a pas besoin de rôle. Non. C'est ce que certains se disent à la formation d'une équipe, mais la vie ne fait pas parfois bien les choses. Les difficultés de planification, d'organisation puis de gestion du temps se cachent au tournant et de s'attribuer les rôles respectifs. Ça permet de s'assurer du bon déroulement du travail en tant que tel, puis ça demande aussi de l'organisation. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et il y a aussi une trousse au Cégep de Sainte-Foy, elle apparaît dans la bibliographie. Il y a une trousse de survie au travail en équipe là, qui a été développée par le Cégep de Sainte-Foy. Donc, avant que la situation dégénère, qu'est-ce que je fais? Ça s'adresse aux étudiants. Alors, je vous invite là, à consulter cette trousse-là de la proposer à vos étudiants. Alors, est-ce que c'était trop chargé? La bibliographie, vous la regarderez. Donc, à peu près là, une quarantaine là, de références bibliographiques là, qui se trouvent à la fin de la présentation. Alors, vous pourrez la consulter là, si vous le désirez. Je vais arrêter le partage d'écran. Et j'aimerais peut-être ça, il nous reste encore 2-3 minutes. Est-ce que vous avez des suggestions, des commentaires? Et j'apprécierais beaucoup que vous puissiez, donc, si vous avez des suggestions de travail collaboratif ou des suggestions à faire, je vous invite à vous rendre. J'avais placé le lien tantôt, mais là, je vais le remettre parce qu'il y a d'autres personnes qui sont ajoutées. Alors, si vous désirez commenter, si vous désirez suggérer des activités de travail collaboratif ou des conditions gagnantes, je vous demanderai de vous rendre à cet endroit-là où vous pourrez apporter votre propre eau au moulin parce que vous avez sûrement bien des choses à dire. J'espère que l'activité vous a intéressé. Il n'y a pas eu beaucoup d'interactions, alors j'aimerais peut-être ça vous entendre un peu. Vas-y, Karine. Oui, bien en fait, Nicole, juste te dire qu'on n'est pas vraiment pressé parce que c'est prévu jusqu'à 1h30 pour ceux qui sont disponibles. OK! Donc, oui, ça fait que pour le temps d'échange, de discussion, là, on a du temps pour ceux qui sont disponibles à rester si vous l'êtes aussi toutes les deux. OK. Ouais. Parfait. Alors, juste préciser oui. Préciser que j'ai mis dans le clavardage un lien pour évaluer l'atelier pour ceux qui devraient quitter. Donc, le lien est déjà dans le clavardage pour évaluer. Merci. OK. Je voulais ajouter, moi, que le lien que Nicole a déposé, qui est sur le travail en réseau, si vous n'avez pas accès présentement au PowerPoint, vous avez la possibilité d'y avoir accès bientôt là, à partir d'un lien. Et sur la page d'accueil du PowerPoint, vous avez le lien qui va vous permettre de pouvoir rentrer des données par rapport aux activités pédagogiques que vous pensez que vous aimeriez faire. Oui. Là, je ne l'ai pas mis, je vais l'ajouter, mais il va y avoir une licence Creative Commons qui va dire que vous pouvez utiliser ce diaporama-là, que vous pouvez le modifier, que vous pouvez l'adapter en fonction de vos besoins. Pour moi, c'est bien important de pouvoir le faire. Mais en tenant compte du fait de citer les premiers auteurs du diaporama là, en tant que tel, mais ça va être sous licence Creative Commons de partage à des buts non commerciaux et d'utilisation et d'adaptation à des buts non commerciaux. À des buts non commerciaux, pardon. Est-ce qu'il y en a qui désirent parler? Je sais, Guy Parent, tu disais, c'est intéressant, ça pourrait être mis, il y a des choses qu'on trouve là-dedans qu'on pourrait mettre dans le guide 4. C'est un guide d'accompagnement d'un projet pédagogique incluant l'éthique. Effectivement, il y a des outils d'évaluation là-dedans, il y a des exemples. Alors, on pourra s'en reparler. De fait, effectivement, c'est ça que je notais, beaucoup de
des ressources, des exemples, là, ça va être justement des données qui vont être intéressantes d'intégrer dans le guide, effectivement. Puis, ben, il y a une autre réflexion d'ordre général aussi que je voulais mettre, c'est que, effectivement, quand on y pense, en fait, le travail en réseau ne date pas des technologies. Le travail en équipe date depuis longtemps, mais je pense que ce qui est intéressant à mettre en évidence, c'est que les technologies ont permis de multiplier l'efficacité et les avantages du travail en réseau. Puis, entre autres, le fait que, par exemple, comme tu mentionnais, Nicole, le fait qu'on puisse voir, que le prof puisse voir dans le suivi des travaux étudiants la collaboration de chaque étudiant. Alors, tous les gens qui ont été profs connaissent bien le code classique du travail d'équipe que l'équipe remet. Puis là, bon, on fait des critiques. Puis là, ben, un critique sur un point. Bon, ben, les gens regardent le collègue ou la collègue qui avait fait ça. Ou c'est une partie particulièrement faible, voilà, ils se regardent. Alors, ici, en suivant la participation de chacun, le prof pourra prévenir justement les lacunes que peut-être la personne qui l'a commise, en fait, ne réalisait même pas, là. Alors, effectivement, le soutien pendant le travail va permettre d'avoir un meilleur travail au bout du compte, ce qui, au fond, l'objectif premier, parce que l'objectif, c'est pas de dire si ça vaut 8 ou ça vaut 6,5, c'est d'en arriver à ce qu'idéalement, tous les travaux soient bons. Oui. Puis, en fait, il n'y a pas juste le suivi qui est réalisé par rapport à ça, mais il y a aussi l'encadrement d'étudiants. Si, par exemple, le groupe ne s'en va pas dans le bon objectif, ben c'est facile et c'est rapide de pouvoir les remettre sur la bonne voie pour qu'ils soient exactement au bon endroit et qu'ils remettent un travail qui va avoir de l'allure. C'est effectivement ce qui était implicite pour moi. Là, quand je suivais des travaux de recherche, il y a des étudiants remettaient des rapports d'étapes, mais là, c'était discret, rapport 1, 2, 3. Là, la technologie ou l'outil qu'on peut prendre peut permettre justement de faire un travail beaucoup plus en continu de suivi. Et factuellement, le but, comme je disais, ce n'est pas de mettre une note à la fin, c'est de faire en sorte que la note soit la meilleure à la fin, finalement. Oui, puis ça serait peut-être le fun, éventuellement, même de faire un atelier REFAD sur le suivi puis l'encadrement des étudiants en ligne, de proposer des pistes faciles à utiliser, parce que souvent, quand on parle justement de portfolio puis de suivi, je pense que ça peut apparaître pas mal gros pour un enseignant. Fait que je pense qu'il y a bien des moyens de faciliter l'organisation de ce travail-là, puis que les enseignants puissent en voir un avantage, tant pour l'étudiant que pour eux aussi, parce que c'est fondamental. Donc, on pourrait peut-être penser à un atelier comme celui-là éventuellement, le suivi et l'encadrement des étudiants en ligne. Bonne idée. Oui. Très bonne idée, Nicole. Je vois Lisa qui dit tout à fait, bon, effectivement, oui. Alors, on pourra penser à un prochain atelier REFAD, éventuellement. Ou un atelier Reptuic, là, hein, ça peut être. Un atelier, c'est peu importe les conférences. Hein? Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent apporter des suggestions, moi, je des vois commentaires? qu'à Rouen, j'ai une main levée. OK. Je regarde ma gang, moi, là. OK. Ah, on t'entend pas, ma belle Mireille. Le micro de la classe est fermé. Allez sur le... OK, c'est beau. Vas-y. Oui. Tu m'entends, là? Oui, là, je t'entends. OK. Alors, tu sais à quel point je me suis investie comme professeur dans le travail collaboratif avec Moodle, avec Google Drive. Là, c'est beaucoup porté sur la pédagogie. Puis c'est bien, on est un cégep, c'est sûr, mais je pense qu'il y a beaucoup d'ouverture à développer au niveau du travail en équipe des professeurs, puis des conseillers pédagogiques, puis des directions des études, puis etc. Tu sais, entre le travail entre les campus, les cours qui se donnent, même cours, mais pas même campus, il y a du travail que les profs pourraient aussi développer. Avec les conseillers pédagogiques, on fait des documents pédagogiques, on doit se concerter, on doit annoter ces documents-là, les commenter, bon, les construire ensemble à un moment donné. Fait que je pense que ça serait aussi à développer. Fait que je trouve ça bien que quand on fait un atelier
ateliers comme ça. On développe sur la pédagogie, la relation étudiant-prof, bon, les travaux de production, etc., les apprentissages. Mais c'est bien aussi qu'on développe sur ce qui est autour de la pédagogie puis qui est nécessaire aussi avec les professionnels et les professeurs au niveau du travail d'équipe comme tel. Totalement d'accord avec toi. Merci pour l'intervention, Mireille. Lisa, est-ce que tu voulais parler? Ça va? Peut-être dans le même sens que ce qu'on vient d'entendre, il y a aussi, c'est vraiment dans le même sens, mais la gestion départementale. Ouais. Dans le fond, on ne travaille pas toutes aux mêmes heures, on a des cours, fait qu'entre les cours, on veut travailler un peu sur la gestion départementale. Quand on travaille en collaboratif comme ça, on fait chacun son bout, on sait où est-ce que les autres sont rendus, ça facilite la gestion, je pense aussi. OK. Ça pourrait aussi faire l'objet peut-être, bon, je pense que Nathalie est là, Nathalie Bastien, l'objet justement d'un atelier à une rencontre de truc, c'est une suggestion, mais la gestion départementale en ligne, comment ça se fait dans les collèges? Je suis convaincue qu'on pourrait aller se trouver là, des choses bien intéressantes de ce côté-là pour faciliter justement cette gestion-là. Oui. Je pense que Lisa avait ouvert son micro. OK. Je pense qu'elle veut parler. Ouais. Oui, Lisa avait ouvert son micro, mais non, elle n'a rien à dire. Okay. Vous faites ça merveilleusement. Bravo, bravo. Merci. Bien heureux de vous revoir, Nicole. Merci. Merci, Lisa. Puis ne vous gênez pas pour. Il y a des capsules là, dans le diaporama. Regardez-les, les capsules. Puis j'espère que vous allez aussi être en mesure de les partager là, avec à vos étudiants. Bon. Voilà. Là, c'est le temps là, le dîner vient de finir. Fait que là, de façon collaborative, on va tous se lever et on va faire une petite danse. On a 2 commentaires dans le chat. Oui, ils veulent danser? Ah oui, ils veulent danser. Ils veulent chanter. Oui. OK. Okay, bon. Petite suggestion, utilisation de ces outils pourrait être à l'encadrement des étudiants avec des difficultés ou des situations de handicap pour s'assurer de ne pas les échapper, effectivement. Oui. Totalement d'accord. Puis le deuxième, c'est merci beaucoup pour la présentation, très intéressant. L'équipe de développement de la formation en ligne de la Cité. Nous utilisons le site Google pour travailler en collaboration entre l'équipe de conception pédagogique, l'équipe de conception multimédia et l'équipe d'intégration des cours en ligne. Plusieurs personnes travaillent à distance. C'est super génial. Donc, c'était ce que Mireille disait qu'on souhaite avoir dans tous les collèges aussi, c'est de pouvoir travailler en collaboration, en équipe comme ça, sur des projets sans avoir à se réunir constamment, puis pouvoir avancer aussi parce qu'on ne se cachera pas. Si Nicole et moi, on avait attendu de se réunir pour pouvoir faire la présentation qu'on vous a présentée aujourd'hui, bien, possiblement, ça n'aurait pas l'air de ça parce que toutes les deux, on a des horaires de fou. Donc, on n'aurait pas eu le temps. Donc, quand on avait le temps, mais moi, je travaillais, Nicole faisait la même chose, puis à un moment donné, on s'est rencontrés, puis on avait déjà quelque chose de monté. Donc, c'est sûr et certain que les rencontres deviennent beaucoup plus riches, puis beaucoup plus organisées, planifiées. On sait vraiment c'est où nos objectifs. Donc, ça devient plus engageant, puis ça plus productif. Est-ce que j'ai les bons mots? Oui. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Sinon, on va vous laisser aller, là. On a Marie-Pierre qui a ajouté un petit commentaire concernant les forums. Aussi, le forum demeure, tandis que les messages MIO ne suivent pas. Effectivement, moi, j'aime beaucoup plus les forums parce qu'on a la possibilité de revenir sur nos anciens messages. Il y a un suivi qui se fait. Si un nouvel étudiant s'inscrit à un cours, par exemple, il aura donc manqué les MIO du groupe, mais il y aurait toujours accès aux communications du forum. Tout à fait d'accord. Très intéressant. On va tout conserver ça, ce que vous avez dit. Oui. Oui. Lisa, définitivement, l'ensemble, ensemble, on est plus fort. Oui. Comme Nicole dit, 2 + 2 = 3. OK. Est-ce qu'on va avoir accès au clavardage, Karine? Oui, je peux vous le copier OK. si vous le désirez, oui. Parfait.
Oui, ce serait intéressant de pouvoir l'avoir. Ça pourrait enrichir. Oui. Oui. On va faire pour la QPC. Oui. Bon, alors, merci beaucoup. Je pense qu'on a pas mal terminé, d'après ce que je comprends. Bon, alors, ne vous gênez pas pour partager vos trucs dans ce lien-là. Ce lien-là que je remets encore. Je sais que Lisa, tu as commencé à le faire. Un instant. Donc, vos suggestions. Moi, j'en profite aussi pour faire le rappel de l'évaluation de l'atelier. OK. Puis de remercier de mon côté aussi tous les participants au nom du REFAD. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis un énorme merci à Nicole et Marie-Josée pour votre bel atelier, votre belle contribution. Puis ce qu'on voyait aussi dans le clavardage, c'est l'appréciation des exemples concrets. Oui. Ça, c'est très apprécié. Donc, merci à vous deux. Bon, ben je vous embrasse tout le monde. Merci beaucoup. Au plaisir. Bye. 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 Bye tout le monde. J'inviterai le CEDAF à arrêter l'enregistrement.